Ma sœur a applaudi et acclamé mon père quand il m'a giflé devant 60 personnes. Alors, j'ai passé un appel discret. Bonjour, je m'appelle Sydney. Lors d'une fête de famille destinée à honorer notre héritage, ma sœur a applaudi après que notre père m'a giflé devant 60 personnes. Elle est restée là, souriante, pendant qu'il criait « Donne-nous la maison. Tu n'as pas d'enfant. » Et ma mère? Elle a ri, puis m'a traité de gâchis stérile. Ils l'ont dit si nonchalamment, comme s'ils l'avaient répété toute leur vie. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était de réaliser que ce n'était pas leur première tentative de m'effacer. C'était juste la première fois qu'ils le faisaient à voix haute. Alors, j'ai passé un seul appel discret, un seul. Et tout ce qu'ils avaient construit a commencé à s'effondrer. Mais voilà, quel genre de famille planifie votre humiliation comme un toast surprise? Et que feriez-vous s'ils vous demandaient tout ce que vous avez construit parce que vous n'aviez pas d'enfant pour le mériter? Le courriel est arrivé un mardi matin. Je m'en souviens parce que Finn, mon vieux croisé berger labrador, venait de renverser sa gamelle d'eau pour la 3e fois cette semaine-là, et j'étais en train de sécher le sol quand mon téléphone a tinté. Célébration de la famille Caline, un hommage à 10 ans d'unité. C'était l'objet. Pas de « Salut, Sydney ». Pas de « Chers membres de la famille ». Rien de personnel, juste une signature de courriel impersonnel en bas de la part de Vera et Henri. On aurait dit un publipostage de masse, le genre que l'on reçoit d'une agence immobilière qui essaie d'organiser un barbecue et de vous vendre un bien. J'ai fixé l'écran un long moment. Puis j'ai fait ce que je n'avais pas fait depuis des mois, j'ai appelé ma sœur. Elle a décroché à la 2e sonnerie, sa voix enjouée, comme si elle était en plein rire. « Sid, comment vas-tu? Je pensais justement à toi. » « Salut, ai-je dit, lentement. J'ai reçu ton invitation. » Mon nom n'y figurait pas, était-ce juste? Oh, m'a-t-elle coupé, comme si je faisais des histoires pour rien. C'est un problème d'impression, c'est tout. Tu sais comment ces invitations électroniques peuvent avoir des bugs? Ne te prends pas la tête, d'accord? Elle a poursuivi sans tenir compte de mon silence. Ce sera juste un truc décontracté dans le jardin. Un peu de nourriture, quelques discours, tu sais, l'amour familial et tout ça. L'amour familial, bien sûr. Je n'ai pas dit grand-chose de plus. J'ai raccroché après quelques banalités. J'aurais pu dire non. J'aurais dû, mais quelque chose en moi, quelque chose qui voulait encore croire que les choses pouvaient être différentes, m'a fait dire oui. Ce samedi-là, j'ai chargé la voiture et quitté Asheville avant midi. Sur la banquette arrière se trouvait une boîte emballée contenant un collage de photos que j'avais passé 2 nuits à faire. Il y avait des photos d'il y a des années, les enfants de Vera en bas âge, nos parents quand ils avaient encore l'air forts, même une de Vera et moi au lycée, souriant comme si nous n'avions pas encore appris à nous détester. À côté, il y avait un coussin cousu main que ma mère avait fait autrefois, quand ses mains maniaient encore l'aiguille avec précision. Il était dans ma chambre d'amis depuis des années, attendant que quelqu'un s'en soucie. Finn a sauté sur le siège passager comme il le faisait toujours, la tête par la fenêtre à mi-chemin du trajet. Sa présence m'aidait à respirer, comme si quelqu'un se souvenait encore que j'existais. La fête avait lieu chez Vera, dans une banlieue de Charlotte où tout semblait avoir été choisi dans le même catalogue, des pelouses manucurées, des maisons peintes dans des variations de beige, le genre de quartier où les gens affichent le règlement de l'association des propriétaires comme l'Évangile. Il y avait une 30aine de voitures garées dehors à mon arrivée. Je me suis garé plus bas dans la rue et j'ai remonté le trottoir avec la boîte dans les bras, hochant la tête à quelques voisins que je ne reconnaissais pas. Ils n'ont pas répondu. Le jardin avait été décoré avec des tentes blanches et des guirlandes lumineuses, des tables couvertes de centres de table en bocaux maçonnes et de serviettes imprimées. Une pancarte suspendue au-dessus du grill célébrait « L'héritage Caline, 10 ans de croissance ». Je n'étais pas sûr de ce qui avait grandi exactement, mais de toute évidence, cela ne m'incluait pas. Une jeune femme à la table d'accueil, que je ne connaissais pas, m'a tendu un badge. « Bonjour, invité numéro 18. » Voilà. J'ai cligné des yeux. « Je suis Sydney, la sœur de Vera. »« Oh, dit-elle, hésitante. »« Désolée, nous avons juste suivi la liste qu'elle nous a donnée. » Bien sûr qu'il l'avait suivie. J'ai glissé le badge dans mon sac à main et je suis entré. Les conversations tourbillonnaient autour de moi, des voix familières se racontant les dernières nouvelles des ligues de soccer, des récompenses scolaires et des nouvelles rénovations de cuisine. Personne n'a levé les yeux. Personne ne m'a appelé par mon nom.
Le mur de photos était impossible à manquer, 3 mètres de large, encadré de guirlandes lumineuses. Souvenir de la famille Kalin, était-il écrit. Il y avait des dizaines de photos, le mariage de Vera, les anniversaires de ses enfants, papa pêchant avec Henri, maman à Thanksgiving avec une tarte que j'avais faite. Sauf que je n'étais sur aucune d'entre elles. Pas une seule. Je suis resté là plus longtemps que je n'aurais dû, laissant mes yeux chercher ne serait-ce qu'un coin de ma propre existence. Elle n'y était pas. C'était comme si je n'étais jamais né. Quelqu'un derrière moi a chuchoté, c'est la cousine de Vera. Je me suis retourné et j'ai souri. Non, juste sa sœur. Vous devez être. Ils ont ri maladroitement et se sont détournés. Je me suis dirigé vers la table des cadeaux et j'ai délicatement posé ma boîte. Un adolescent, peut-être le fils d'un voisin, est passé rapidement et l'a glissé sous la table, hors de vue. Juste comme ça. J'ai aperçu ma mère près du bar et je me suis approché. Salut, maman. Elle m'a regardé de haut en bas. Tu es venue, a-t-elle dit, d'une voix sèche. Ses yeux ont balayé la pièce presque immédiatement, comme si elle devait reporter son attention sur quelqu'un de plus important. Papa l'a rejointe, m'a fait un signe de tête. Pas de câlin, pas de chaleur. Contente de vous voir tous les deux, ai-je dit. Papa a de nouveau hoché la tête, a pris un soda. Au moment du dîner, j'étais assise à une table pliante derrière le pupitre des orateurs, à côté des toilettes portables. Personne n'a prononcé mon nom dans les discours. Personne n'a déballé le cadeau. Personne ne m'a demandé comment j'allais, ce que je faisais, si j'allais bien. J'ai souri à chaque plat, chaque toast, chaque faux rire. Mais quelque chose à l'intérieur de moi a commencé à se tordre. Le soleil avait baissé lorsque Vera a tapoté son verre de vin, le doux tintement fendant le brouhaha de la conversation comme une lame. J'étais assise à une table pliante, maladroitement poussée contre le côté le plus éloigné de la tente, pratiquement dans l'ombre. Non que quiconque semblait le remarquer. Des toilettes portables étaient installées à quelques mètres de ma chaise. L'ironie ne m'a pas échappé. Alors que je bougeais sur ma chaise, une jeune femme en robe lilas, quelqu'un que Vera avait probablement engagé pour l'événement, s'est approchée avec un badge en plastique. Voilà, a-t-elle dit en me le tendant avec un sourire éclatant et vide. J'ai baissé les yeux. Le badge indiquait 37. Je l'ai retourné une fois, 2 fois, me demandant si c'était une erreur. Autour de moi, d'autres avaient des badges avec leur rôle, tante Suzanne, oncle Marc, la matriarche Kalin. Des étiquettes qui signifiaient quelque chose. Des identités. Le mien ressemblait à un bouche-trou, un numéro, une suggestion que je n'avais pas ma place. J'ai glissé le badge dans mon sac à main sans commentaire. Inutile de faire une scène pour quelque chose de si petit alors que le message était déjà fort et clair. De l'autre côté du jardin, j'ai aperçu Noali. Nous ne nous étions pas vus depuis des années, pas depuis la remise des diplômes du lycée quand elle était partie en Californie et que j'étais resté pour maintenir notre famille soudée. Elle a croisé mon regard, a incliné la tête comme pour dire « ça va ». Je lui ai offert un petit hochement de tête non engagé, mais reconnaissant. Puis Vera s'est levée. Elle était radieuse. Je dois l'admettre, elle l'a toujours été en public. Sa voix portait sans effort, polie par des années de socialisation et de représentation. Merci à tous d'être venus célébrer l'héritage de la famille Kalin, a-t-elle commencé, souriant comme si elle organisait un gala de charité et non un dîner dans le jardin. Elle s'est lancée dans un hommage bien rodé à nos parents, à son mari Henri, à leurs enfants. Elle a parlé de tradition, de sacrifice, de construction pour l'avenir. Je savais déjà qu'elle utiliserait des phrases comme « porter le flambeau » ou « rendre nos ancêtres fiers ». C'était son type de langage préféré, noble, vide, calculé. Puis elle a jeté un coup d'œil dans ma direction. Il y a encore une chose que nous voulions demander. Sydney, pourrais-tu te joindre à nous un instant? Je me suis figé une seconde, ma main se resserrant sur le pied de mon verre d'eau. Tous les regards se sont tournés vers moi. Le cliquetis des couverts s'est arrêté. Même les enfants ont cessé de s'agiter. Je me suis levé lentement, les jambes plus lourdes qu'elles n'auraient dû l'être, et j'ai marché vers le centre. Mon cœur battait la chamade dans mes oreilles. Vera a souri, ce sourire trop doux qui signifiait toujours que quelque chose se préparait. Comme vous le savez tous, Henri et moi faisons tout notre possible pour créer des souvenirs durables pour nos enfants. Nous avons économisé, rêvé, et essayé de leur donner la meilleure enfance possible. Eh bien,
Sydney a un magnifique chalet dans les montagnes. Elle s'est tournée vers la foule, son ton devenant d'une sincérité mielleuse, qu'elle utilise à peine. J'ai ouvert la bouche, ne sachant pas ce que j'allais dire, mais Vera a rapidement coupé. Nous pensons que ce serait un geste si merveilleux, une chose si axée sur la famille, si elle nous laissait utiliser le chalet. Vous savez, qu'elle en fasse une partie de l'héritage Caline. Le voilà. Le murmure a commencé instantanément, des halètements, quelques applaudissements de soutien. Quelqu'un a marmonné, c'est généreux, comme si j'avais déjà accepté. J'ai jeté un coup d'œil vers mes parents. Ma mère arborait le même sourire figé qu'elle réservait toujours aux événements sociaux. Mon père a donné un léger signe d'approbation. Ils n'étaient pas surpris. Ils étaient complices. Puis ma mère a ajouté, assez fort pour que tout le monde entende, ce n'est pas comme si tu en avais besoin. Tu n'as pas de famille. Ce n'était pas dit avec méchanceté. C'était le pire. C'était dit comme un fait. Quelque chose en moi s'est brisé. Non, ai-je dit, d'une voix claire et ferme. Le silence a envahi le jardin. Tous les yeux se sont de nouveau posés sur moi, cette fois avec un mélange de confusion et de malaise. Vera a cligné des yeux. Mon père a froncé les sourcils. Le sourire de ma mère a eu un soubresaut. Il n'est pas à vous, ai-je dit, en regardant Vera droit dans les yeux. Et il ne le sera jamais. Le silence était palpable. Pendant une seconde, même les oiseaux ont cessé de gazouiller. Puis Vera m'a tourné le dos, a fait un geste vers la foule comme si de rien n'était. Les applaudissements ont repris. Mais ce n'était pas pour moi. C'était pour elle. Pour l'idée d'unité familiale, pour la femme qui venait d'essayer de me dépouiller publiquement de ma dignité et de ma propriété. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je n'ai pas pleuré. Je me suis retourné et j'ai regagné ma table, mon sac à main contenant toujours le badge sans nom, mon cadeau toujours intact sous le bar. Je n'ai plus touché à mon assiette. J'ai attendu que le dessert soit servi, puis je me suis excusé sans fanfare. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Quand je suis arrivé à ma voiture, mes mains tremblaient. Pas de tristesse, ni même de rage, mais de lucidité. Quelque chose avait cédé en moi, et pas de la manière qu'il craignait. Ce n'était pas une dépression. C'était une décision. Vera n'a pas sourcillé quand j'ai dit non. Elle a juste relevé le menton, plissé les yeux comme si elle essayait de comprendre pourquoi j'osais sortir du rang. Le sourire qu'elle portait quelques instants plus tôt s'est évaporé, remplacé par une ligne dure qui correspondait à la tension qui montait sous la tente. L'air est devenu dense. Les conversations se sont tues. Les gens se sont agrippés à leur verre de vin. Certains se sont regardés, ne sachant pas ce qu'ils étaient censés faire maintenant que quelqu'un avait brisé le scénario. Je suis resté là, le dos droit, n'osant pas reculer mais ne prévoyant pas non plus de leur faire plaisir. Puis j'ai entendu le bruit des bottes de papa traversant la terrasse en bois derrière moi, régulier, lourd, chaque pas un battement d'avertissement. « Tu as toujours été ingrate », a-t-il murmuré. Avant que je puisse traiter les mots, avant même que je puisse me préparer à l'impact, sa main s'est abattue sur mon visage avec un claquement qui a fendu l'instant en deux. J'ai chancelé d'un pas sur le côté mais ne suis pas tombé. J'ai cligné des yeux fortement. Ma joue me piquait, la peau chaude de la brûlure de sa paume. Mon oreille bourdonnait, mais ce n'est pas la douleur qui m'a prise au dépourvu. C'est le son qui a suivi, des applaudissements. Cela a commencé avec Vera. Un applaudissement lent, délibéré, comme si elle donnait le signal à la foule. Puis une autre personne s'est jointe, et une autre, et en quelques secondes, le jardin s'est rempli d'applaudissements polis, retenus. Pas le genre qu'on entend à un concert, le genre qu'on entend à une réunion de parents d'élèves quand quelqu'un annonce une politique qui ne profite qu'à quelques-uns, prudents, sociaux, complices. J'ai regardé la mer de visages familiers, cousins, voisins, famille, amis. Pas un seul n'a bougé pour aider. Personne n'a halté d'horreur. Personne ne s'est dirigé vers moi. J'ai pressé ma paume contre ma joue, non pas pour me réconforter, mais pour ancrer le moment. Sur le côté, j'ai vu Luciane lever son téléphone et commencer à enregistrer Vera, qui rayonnait de satisfaction. Ses bras étaient doucement croisés, comme si elle venait d'assister à un discours particulièrement bien exécuté. Elle l'avait bien cherché, ai-je entendu quelqu'un dire près de la table des desserts. Puis maman s'est avancée, Claudette avec ses cheveux fraîchement bouclés et sa robe à fleurs qui semblait appartenir à la couverture d'un bulletin paroissial. Sa voix était plus forte que ce à quoi je m'attendais.
C'est pour ça que tu mourras seul, a-t-elle dit. Tu n'es qu'un gâchis stérile. Je l'ai fixé, non pas parce que je ne croyais pas qu'elle l'ait dit, mais parce qu'elle n'a pas scié en le faisant. C'était froid, pas théâtral, pas même en colère, juste vrai dans son esprit. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas scié. Je l'ai juste regardé et j'ai laissé cette phrase flotter dans l'air comme la fumée d'un incendie de maison. Il n'y avait plus rien à leur dire, rien qui serait entendu, rien qu'ils seraient prêts à admettre, même si je les plais lettre par lettre. Je me suis retourné et je suis parti. Personne n'a suivi. Noalie a eu l'air de vouloir le faire. Elle a fait un pas dans ma direction, mais Vera lui a lancé un regard, un rappel silencieux que sa place était du côté des applaudissements. J'ai continué à marcher, dépassant les tables, les poteaux de la tente, la femme à la table des badges qui évitait mon regard. Au moment où j'ai atteint le chemin de gravier menant à ma voiture, mon visage brûlait encore, mais ce n'était plus à cause de la gifle. J'ai ouvert la portière, me suis glissé dans le siège du conducteur, et je suis resté assise là, les deux mains agrippées au volant. Ma poitrine était serrée, non pas de panique, ni même de rage, mais de quelque chose de plus froid, de plus aigu. Je me suis murmuré, grave ça dans ta mémoire. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Mon reflet n'avait l'air ni choqué, ni dévasté, juste fini. Finn était sur la banquette arrière, déjà enroulée, sentant mon changement d'énergie. J'ai attrapé mon téléphone, la liste de contacts apparaissant par réflexe. Mon pouce a hésité un instant. Puis j'ai tapé sur Ariane Wolf. Elle a décroché après 2 sonneries. Sydney, ça va? J'ai besoin de parler, ai-je dit, ma voix plate mais ferme, de quelles options légales j'ai pour protéger ma propriété et moi-même. Elle n'a pas hésité. Je suis là. Quoi que tu aies besoin. J'ai terminé l'appel quelques minutes plus tard avec une liste de mesures à prendre et un plan se formant dans ma tête comme des briques qui s'emboîtent. Pas de cris, pas de retour en trombe à la fête, pas d'appel à la compréhension. Ils avaient écrit leur propre histoire ce soir-là. Mon travail maintenant était d'en changer la fin. Les kilomètres entre Charlotte et Asheville ont défilé dans un flou. Je n'ai pas mis de musique, n'ai pas entrouvert une fenêtre, j'ai juste conduit, les mains stables, les yeux fixés. Les arbres bordant l'autoroute se sont estompés en un mur vert sourd, le soleil de fin de soirée projetant de longues ombres sur la route comme des rappels de ce que je laissais derrière moi. Au moment où je suis arrivé dans mon allée, les lumières du chalet étaient faibles, douces, familières. Finn s'est agité sur la banquette arrière mais n'a pas aboyé. Il connaissait cette énergie, savait quand mon silence signifiait que j'avais besoin d'espace, pas de sympathie. Je suis sorti, le gravier crissant sous mes chaussures. L'air de la montagne était plus frais ici, plus pur. J'ai inspiré profondément, bien que cela n'ait rien fait pour adoucir le tranchant qui s'était aiguisé en moi. Quand j'ai ouvert la portière arrière pour prendre le cadeau que j'avais apporté à la fête, le collage de photos fait main et le coussin que ma mère prétendait autrefois aimer, j'ai hésité. Il était toujours soigneusement emballé, intact. Je l'ai laissé dans la voiture. À l'intérieur, j'ai laissé tomber mon sac à main sur le banc près de la porte et je suis allé directement à l'évier. J'ai enlevé mes boucles d'oreilles une par une, les ai placées dans la petite soucoupe que je gardais toujours à gauche du robinet. Le miroir au-dessus de l'évier reflétait mon visage, mais je n'ai pas levé les yeux. Je ne voulais pas voir la marque ou, pire, le calme. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'eau, me suis rincé le visage et j'ai laissé le froid apaiser l'enflure. Ma joue palpitait d'une douleur sourde, mais la vraie blessure n'était pas physique. C'était la facilité avec laquelle cela s'était produit, à quel point cela semblait naturel à tout le monde. Je me suis séché le visage avec une serviette, puis je suis resté immobile dans le silence de ma cuisine, pas de tic-tac d'horloge, pas de voix lointaine, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le faible bruissement de Finn s'installant sur sa couverture dans le salon. Puis mon téléphone a vibré. Je l'ai pris sur le comptoir, m'attendant à une autre alerte automatique ou peut-être à un message indésirable, mais c'était de Noalie. J'aurais dû dire quelque chose. Je suis désolé. Ce qu'ils ont fait était mal. J'ai fixé l'écran. Le message n'était pas long. Pas d'excuses dramatiques, juste de l'honnêteté, enfin, de la part de quelqu'un. Je n'ai pas répondu, non pas que je n'appréciais pas, mais parce que cela aurait fissuré quelque chose en moi que je devais garder scellé, du moins pour l'instant. Pour la première fois depuis la gifle, mes mains ne tremblaient plus. Je me suis assise sur le bord du canapé, Finn levant légèrement la tête avant de la reposer sur ses pattes. Mon regard a dérivé vers la fenêtre,
vers les bois derrière le chalet. Je me suis souvenu d'avoir construit cet endroit. Chaque décision, de l'agencement aux installations, était la mienne. Personne n'a aidé. Personne n'a demandé à le faire. C'était mon refuge quand être leur fille devenait trop lourd à porter. Ils n'ont jamais demandé comment j'avais réussi à l'acheter. Ne m'ont jamais remercié pour les chèques que j'ai envoyés pendant la pandémie quand les ordonnances de maman étaient retardées. N'ont jamais reconnu que la voiture que Vera conduisait était co-signée par moi. C'est le truc avec les gens comme eux, ils n'oublient jamais ce qu'ils ont fait pour vous, mais ils effacent commodément tout ce que vous faites pour eux. J'ai pensé à l'enfance, à cette fois où Vera s'est cassé le poignet en tombant de la balançoire et où je suis resté avec elle à l'hôpital toute la nuit, même si maman m'a à peine jeté un regard. Je me suis souvenu des anniversaires que j'ai passés seul pendant qu'elle était dans des camps de cheerleading et des années où je suis resté pour aider papa au magasin quand Vera s'envolait vers sa prochaine aventure. Tout cela semblait lointain maintenant, moins douloureux, plus instructif. J'ai chuchoté à voix haute, juste dans les airs, ils ne m'ont jamais vu en colère. C'est leur erreur. Sur ce, je me suis levé et je suis allé à mon bureau. L'ordinateur portable s'est allumé. J'ai entré mon mot de passe, ouvert mes fichiers, et cliqué sur un dossier que je n'avais pas regardé depuis plus d'un an, finances familiales, dossier personnel. Il y avait des dizaines de PDF relevés bancaires, reçus scannés, capture d'écran de Venmo. Chaque prêt, chaque faveur, juste pour cette fois, que Vera m'avait demandé, était là, soigneusement classé, daté, documenté. J'ai cliqué sur un fichier intitulé « Projet d'acte de transfert du chalet », un projet que Vera m'avait demandé d'examiner il y a 2 ans, proposant que je fasse don du chalet par écrit pour des raisons d'efficacité fiscale. Je ne l'ai jamais signé, mais son nom était tapé en gras dans la ligne du destinataire. Rien que cela me tordait l'estomac. Un autre fichier, Fonds médical Claudette, 2020. Il listait un virement de mon compte de plus de $6 000 lorsque l'assurance avait expiré. Papa avait dit qu'il me rembourserait. Il ne l'a jamais fait. Et il n'a jamais mentionné qu'il avait plus tard ouvert un autre compte au nom de maman, ce qui, maintenant avec sa mémoire défaillante, semblait beaucoup plus suspect qu'utile. Je me suis adossé, j'ai fixé l'écran, puis j'ai de nouveau attrapé mon téléphone. Ariadne a décroché rapidement. « Salut, comment tiens-tu le coup ? Je pense que le nom de ma mère est utilisé sur des comptes qu'elle ne comprend pas. Je veux savoir jusqu'où ça va. » Il y a eu une pause. Puis elle a demandé, « As-tu des preuves ? » J'ai plus que ça, ai-je dit. J'ai des schémas récurrents. Elle a expiré lentement. D'accord, alors il est temps de commencer à suivre une piste. Je vais te guider pour documenter cela en vue d'un examen juridique. Pendant que nous parlions, j'ai pris des notes, marqué des fichiers et créé un document principal. Il ne s'agissait pas de vengeance, pas vraiment. Il s'agissait de défendre la vérité contre une vie de mensonges bien rodée. Je n'avais pas besoin de crier, je n'avais pas besoin de jeter quoi que ce soit ou de publier un monologue performatif en ligne. J'avais juste besoin de preuves. Et j'en avais plus qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Le lendemain matin, la piqûre sur ma joue s'était estompée, mais la clarté restait d'une netteté absolue. Le brouillard qui obscurcissait habituellement mes instincts après les événements familiaux, le doute, la culpabilité, la honte avaient disparu. Il ne restait que l'immobilité et un sentiment constant de détermination. Après ma première tasse de café et avoir nourri Finn, je me suis assise à mon bureau et j'ai de nouveau ouvert mon ordinateur portable. Mon plan n'était pas d'attaquer. C'était de découvrir, puis de protéger. J'ai revu les extraits vidéo de la fête, ceux qui avaient été enregistrés discrètement par des invités et qui m'avaient été envoyés plus tard. L'un d'eux a retenu mon attention plus que les autres, Vera faisant une visite décontractée de la table de l'héritage câline dans le jardin. Il était là, le vieux chemin de table brodé de ma mère. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Il était reconnaissable entre tous, lin crème, délicate broderie de vigne dans les coins, et à une extrémité, cousue en fil vert, mes initiales. Petite, discrète, cousue à la main par maman quand j'avais 17 ans. Vera rayonnait devant la caméra. C'est l'un des cadeaux de maman pour nous. Elle voulait que les enfants aient quelque chose d'elle à transmettre. J'ai mis la vidéo en pause. Ma gorge s'est serrée, non pas de tristesse, mais d'un sentiment de vol auquel je ne m'attendais pas. Ce chemin de table était à moi. Maman l'avait fait pour moi. Je me souviens de l'après-midi où elle me l'a tendu, en disant « Tu auras un jour ton propre chez toi, et tu voudras quelque chose de familier. » Elle l'avait pensé. Ou peut-être avait-elle simplement oublié.
J'ai pris une capture d'écran de Vera tenant le tissu, j'ai intitulé le fichier « Vol symbolique » et je l'ai classé avec les autres dans un nouveau dossier « Preuve active Caline ». Plus tard dans la matinée, Ariadne a appelé avec des nouvelles. « Tu avais raison », a-t-elle dit. « Il y a une ligne de crédit ouverte au nom de ta mère. 15 000 $, ouverte l'année dernière, co-signée électroniquement. » Mon estomac s'est noué. Elle ne saurait même plus comment ouvrir ses courriels. C'est ce qui rend la chose problématique. Si elle n'a pas la capacité cognitive et que quelqu'un utilise son identité, nous sommes face à un potentiel abus financier envers une personne âgée. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille. Et c'était Vera et mon père? L'adresse IP de la cosignature remonte au Wi-Fi de la maison de Wendell. Nous sommes encore en train de confirmer plus de détails. Documente tout, lui ai-je dit, ouvrant déjà une feuille de calcul pour consigner les détails. Je veux chaque transaction liée à ce compte, chaque nom, chaque dollar. Je ferai intervenir notre expert comptable judiciaire d'ici la fin de la journée, a-t-elle dit. Après avoir raccroché, je suis resté assise un long moment, regardant par la fenêtre, la queue de Finn battant légèrement alors qu'il se reposait à proximité. Je n'étais pas en colère comme je pensais l'être. Pas en train de crier, pas brisé. Je me sentais chirurgicale, froide, mais précise, concentrée. En milieu d'après-midi, j'avais écrit et réécrit le même courriel 3 fois. Finalement, j'ai opté pour la simplicité. Je l'ai envoyé à la fois à Vera et à Wendell. Objet, assez. Vous avez utilisé son nom. Vous avez détourné sa mémoire. Vous m'avez humilié devant des gens que je considérais autrefois comme ma famille. Si vous continuez, j'agirai avec tout ce que j'ai et tout ce que je sais. C'est votre dernier avertissement. Pas de réponse, pas d'appel, pas même une vague excuse. Mais quelques heures plus tard, Vera a publié sur Instagram une photo d'elle et Henri sur une balançoire de Porsche, en train de rire. La légende disait, certaines personnes pensent que la famille leur doit quelque chose. Ce n'est pas le cas. J'ai fixé l'écran. Elle n'était même pas subtile. Ils ne l'ont jamais été. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai imprimé chaque fichier que j'avais, les relevés bancaires, les reçus numériques, les captures d'écran vidéo. Je les ai classés dans un classeur papier et les rangés dans un tiroir verrouillé. J'ai également tout sauvegardé sur un disque cloud crypté. Ariadne m'avait prévenu, ne laisse jamais une seule copie être l'unique copie. Ce soir-là, juste avant le crépuscule, j'ai emmené Finn faire une promenade autour du périmètre de la propriété. L'air était vif, la montagne silencieuse, seulement troublée par le bruissement de petits animaux et le craquement des vieux arbres dans le vent. Je me suis arrêté au bord du sentier qui menait à la clairière arrière du chalet, j'ai regardé l'horizon et j'ai murmuré quelque chose que je n'avais pas dit à voix haute depuis des années, s'ils franchissent cette ligne, je ne me retiendrai plus. Ce n'était pas une menace. C'était une promesse. C'est arrivé avant même que je me sois versé ma deuxième tasse de café. J'étais encore en robe de chambre, fouinant dans la cuisine, quand l'icône de la messagerie vocale a clignoté sur mon téléphone. J'ai appuyé sur lecture avec un étrange sentiment de calme, presque comme si je savais déjà. Bonjour, ici Michel de la Carolina First Bank. Nous avons reçu hier un formulaire de transfert de propriété concernant le chalet de Blue Laurel Ridge, soumis en votre nom. Nous avons juste besoin de votre confirmation verbale avant de finaliser le changement de propriétaire au profit de Vera Caline. Mon pouce a plané au-dessus du bouton de suppression. Au lieu de cela, j'ai appuyé sur enregistrer. Moins d'une heure plus tard, j'étais habillé, papier en main, et je me dirigeais vers la ville. Finn est venu avec moi. Il le faisait toujours les jours où j'avais besoin d'une colonne vertébrale en acier. Je suis entré dans la banque, l'air frais de la montagne s'accrochant à moi, la laisse dans une main, un dossier manie dans l'autre. Je n'ai pas demandé à parler à Michel. J'ai demandé le directeur de l'agence. Le hall sentait légèrement le nettoyant parfumé au pain et le café institutionnel. Une réceptionniste m'a accueilli avec ce sourire professionnel et entraîné. 5 minutes plus tard, j'étais assise en face d'un homme d'âge mûr en cravate bleu marine qui n'avait pas l'air prêt pour le genre de conversation que j'allais entamer. Il y a eu une tentative de changement de propriétaire de ma propriété, ai-je dit, en dépliant les papiers. Ce n'était pas autorisé. Voici l'acte de propriété original. Mon nom, ma signature, seul. Il s'est éclairci la gorge. Il est dit ici que la demande était accompagnée d'une lettre d'accord familiale. Falsifiée, ai-je dit,
en lui faisant glisser une copie de ma signature comparée à celle du formulaire soumis. Je vais les comparer. Il l'a fait. Son expression n'a pas changé, mais ses doigts ont tressailli. Eh bien, nous allons geler cette demande immédiatement, a-t-il dit, et signaler le compte pour toute modification future. Merci, ai-je répondu en me levant. Et s'il vous plaît, consignez ceci en interne. Ce ne sera pas la dernière fois que son nom passera sur votre bureau. En début d'après-midi, j'étais de retour à la maison, assise devant mon ordinateur portable. Le dossier que j'avais autrefois enfoui sous des couches de désordre numérique, dette familiale, ne pas toucher, était maintenant au premier plan. Je l'ai ouvert comme si j'ouvrais un coffre-fort. Les fichiers remontaient à une décennie. Chaque fois que Vera avait emprunté de l'argent, chaque facture d'urgence que j'avais couverte, chaque faveur pour laquelle je n'avais jamais demandé à être remboursé mais que je n'avais jamais oublié non plus, tout était là, détaillé avec des captures d'écran, des virements bancaires, des confirmations par SMS, des reçus pour des prêts co-signés, des notes de quand j'avais payé les factures d'hôpital de maman en 2020, discrètement, parce que ce n'était pas le bon moment pour parler d'argent. J'ai créé un nouveau fichier Excel. Je l'ai appelé « Fait sur la famille Caline ». Une colonne « Date ». Suivante « Montant ». Puis « Destinataire ». Puis « Description ». Puis « Note ». Émotionnellement retenu mais honnête. 12 000 $, marqué « Soutien confidentiel pour mise de fonds ». Confidentiel. Je m'en souvenais clairement. Vera m'avait supplié de ne pas dire à Henri qu'elle ne pouvait pas payer les frais de clôture de leur nouvelle maison. J'ai passé l'heure suivante à importer des documents depuis des courriels, des services bancaires en ligne, et même de vieux fichiers de messagerie vocale. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Il s'agissait du schéma, du comportement, du sentiment de droit qui avait métastasé au sein de ma famille comme de la pourriture sous du bois poli. Quand la feuille de calcul a été complète, je l'ai sauvegardée 3 fois, sur un disque dur local, un cloud crypté, et une clé USB que je gardais dans une boîte ignifugée. Puis j'ai commencé à passer des appels. L'agent de l'IRS au téléphone était poli, attentif. Je n'ai pas exagéré. J'ai juste raconté ce que j'avais trouvé, des transferts de revenus suspects, un manque de remboursement, des prêts familiaux informels qui n'avaient jamais été déclarés comme des dons. Ensuite, c'étaient les services de protection des adultes. J'ai expliqué le déclin cognitif de maman, le compte ouvert à son nom, l'activité financière qui avait commencé à peu près au même moment où sa mémoire a commencé à flancher. Puis j'ai appelé l'agence d'évaluation du crédit et j'ai signalé à la fois mon compte et celui de maman pour une surveillance d'identité. Je ne tremblais pas. Je n'étais pas en colère. J'étais efficace, précise. Au moment où le soleil a commencé à se coucher derrière la crête, j'avais tout documenté. Mes mains étaient fatiguées, mes yeux secs, mais mon esprit était plus alerte qu'il ne l'avait été depuis des années. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de Vera. Tu exagères tout ça. Je l'ai fixé pendant quelques secondes, puis j'ai répondu avec une seule image, une comparaison côte à côte du transfert de propriété falsifié et de ma vraie signature. Pas de mots, juste la vérité. Puis Wendell a appelé. Sa voix avait ce même ton tranchant que je me rappelais de l'enfance, celui qu'il utilisait quand j'osais répondre. Tu détruis cette famille, Sydney. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai répondu d'un ton plat, c'est vous qui l'avez fait quand vous m'avez frappé devant 60 personnes et que vous avez applaudi le mensonge. Il y a eu un silence au bout du fil, puis le bruit de lui qui raccroche. Je n'ai pas ressenti de victoire. Je n'ai pas ressenti de culpabilité non plus. J'ai ressenti de la certitude. Ils avaient tracé la ligne. Et maintenant, c'était moi qui tenais le stylo. Le lendemain matin a commencé avec la lumière du soleil se faufilant à travers les arbres et atterrissant directement sur ma table de cuisine, où la tasse de café de la veille était encore posée à côté de mon ordinateur portable ouvert. Finn s'est étiré près de mes pieds, les oreilles tressaillant au son du bavardage d'un oiseau dehors, mais je suis resté figé sur la chaise, relisant le courriel qu'Ariadne avait envoyé juste après minuit, déposé. Réfutation de la mise en demeure soumise. J'ai également transmis l'historique de l'acte de propriété et les dossiers fiscaux à leur représentant légal pour plus de clarté. Le silence dans ma maison contrastait vivement avec ce qui se passait à l'extérieur. Vera avait de nouveau publié. Cette fois, une photo soignée d'elle et Henri debout devant une fausse cheminée, les bras autour de leurs enfants. La légende disait, l'argent de la famille devrait être pour ceux qui construisent des héritages, pas pour ceux qui disparaissent dans les bois avec des chiens. J'ai fixé l'écran,
sans expression. S'il voulait jouer avec le feu, j'avais assez de broussailles sèches pour alimenter un incendie de forêt. Je n'ai rien publié en retour, pas de tweet cryptique, pas de pic moral vague. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes courriels et j'ai écrit à Ariadne, laissons-les parler. Nous avons la vérité et la loi. 1 heure plus tard, j'ai reçu un paquet par la poste. Pas de signature, pas d'adresse de retour, juste une enveloppe blanche contenant une lettre imprimée de l'avocat de Vera et Wendell. Il m'accusait de détenir le chalet en fiducie pour la famille, qu'il avait toujours été entendu comme un bien partagé, non personnel, que je ne l'avais géré que temporairement jusqu'à ce que la famille en ait besoin à des fins d'héritage, et maintenant ils exigeaient que je le transfère formellement à Vera. Il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas rire. Au lieu de cela, j'ai scanné le document et je l'ai envoyé à Ariadne. Elle a répondu presque instantanément, « Nous suggérons à votre client d'examiner les actes de propriété réels avant de faire des affirmations sans fondement. » Je me suis penché en arrière, expirant lentement. Ce n'était plus des explosions émotionnelles. C'étaient des tactiques, mesurées, répétées. Il jouait un jeu de relations publiques tout en essayant de forcer la main sur le plan juridique. Ce soir-là, après le dîner et une longue promenade avec Finn, j'ai examiné les caméras extérieures du chalet. Je les avais installées moi-même après une alerte à l'effraction pendant l'hiver. Rien de compliqué, juste assez de couverture pour voir l'allée et le porche. L'historique vidéo s'est chargé sans problème, et j'ai parcouru les horodatage des 2 jours précédents. Ils étaient là, Vera et Luciane, sans prévenir, sans y être invités, arrivant dans son VUS noir. Luciane portait une mallette, Vera portait cette robe qu'elle gardait pour les brunchs du dimanche qu'elle ne payait jamais. Ils ont fait le tour du porche, ont regardé par les fenêtres, et j'ai retenu mon souffle. Ils sont entrés en utilisant une clé. J'ai mis la vidéo en pause, me suis penché en avant et j'ai parcouru les images. Là, dans la cuisine, il se tenait à côté d'un homme en blazer gris avec une petite valise. Il l'a ouverte. Tampon de notaire. J'ai zoomé. Luciane a posé des documents sur le comptoir. Vera a montré du doigt. L'homme a tamponné une des pages. Vera a signé. Luciane a signé. Puis ils sont partis. Pas d'appel, pas d'avertissement, aucun droit légal. J'ai téléchargé les images, les ai sauvegardées, et les ai envoyées à Ariadne avec une note, ils se sont officiellement introduits illégalement et ont falsifié des signatures légales en présence d'un notaire. Il est temps de rendre cela public. Elle n'a pas eu besoin qu'on le lui dise 2 fois. Moins d'1 heure plus tard, la vidéo était transmise au barreau de l'État, au bureau du secrétaire d'État, et à un journaliste de confiance qu'elle connaissait dans une chaîne locale. Le lendemain matin, tout a commencé à s'effondrer. Ma boîte de réception était inondée de messages, certains haineux, certains d'excuses, quelques-uns anonymes. L'un disait, « Tu devrais avoir honte. Tu ruines la vie de tes parents. » J'ai lu celui-ci 3 fois. Puis, pour la première fois, j'ai publié publiquement. L'abus ne cesse pas d'être de l'abus simplement parce qu'il se produit derrière des sourires et des plats cuisinés. Le silence n'est pas de l'amour. C'est de la complicité. La publication a pris feu. Les gens ont commencé à commenter, des étrangers, des amis, même d'anciens camarades de classe. D'autres ont partagé leurs propres histoires de manipulation d'héritage, de transfert forcé de biens familiaux, de manipulation psychologique masquée en tradition. Le hashtag a commencé à devenir populaire, hashtag #KalinCabinConspiracy. En 24 heures, les partenariats d'influenceurs de Vera ont commencé à disparaître discrètement. Une marque a publié une annonce, « Nous avons suspendu notre relation avec Madame Kalin en attendant la clarification des préoccupations légales. » Cette nuit-là, j'ai fait une autre promenade avec Finn. Le ciel était d'un indigo profond, et le vent murmurait à travers les arbres comme s'il savait tout. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais propre, comme si une blessure avait été ouverte et, enfin autorisée à saigner. Ils ont essayé de prendre ma maison. J'ai repris la vérité. Maintenant, c'était l'heure des conséquences. Au moment où la vidéo a atteint la boîte de réception de Carmen Rose, j'étais dehors en train de tailler les branches mortes des buissons de myrtille près de la remise. Mon téléphone vibrait contre la rampe du porche toutes les quelques minutes, mais je l'ignorais. J'avais fait ce que j'étais venu faire, exposer la vérité, et maintenant je laissais la gravité faire le reste. Carmen m'avait envoyé un message une fois auparavant, discrètement, après la fête. Je n'ai pas applaudi, avait-elle écrit. Je suis juste resté figé.
Je suis désolé. Je n'avais pas répondu alors. Je n'avais pas besoin d'excuses. J'avais besoin d'action. Apparemment, elle l'avait compris aussi. Le clip qu'elle a posté sur Reddit durait 27 secondes, juste assez pour montrer le son de la gifle, l'expression choquée sur mon visage, les mains de Vera se joignant en un applaudissement lent et délibéré, puis la foule, certains riant, certains hochant la tête, personne n'intervenant. Sa légende était directe, c'était une réunion de famille. Voici comment ils ont traité leur plus jeune fille. Ça n'a pas pris longtemps. Le soir, la vidéo avait plus de 300 000 vues. À minuit, elle avait dépassé le million. #BaranWast a commencé à être en tendance sur toutes les plateformes, mi-ridicule, mi-indignation. Les gens l'ont reposté avec des réactions allant du dégoût à l'incrédulité. Les talk shows ont commencé à appeler. Les commentateurs ont disséqué chaque image. Quel genre de famille pense que c'est normal? Je n'ai pas parlé à la presse. Je n'ai pas donné d'interview. Je n'ai même pas tweeté. J'ai laissé l'histoire vivre d'elle-même sans embellissement. C'était la partie qu'ils n'ont jamais comprise, la vérité n'a pas besoin d'être enjolivée. Elle a juste besoin d'oxygène. Le lendemain matin, Ariadne a appelé avec son calme habituel. Le bureau du procureur général de l'État a ouvert une enquête sur les comptes financiers de Claudette. L'équipe d'experts judiciaires a trouvé plusieurs autorisations signées après son diagnostic de démence. L'IRS suspend le traitement du remboursement de Vera. Et Wendell, elle a fait une pause. Il a été cité à comparaître. Une audience au tribunal est prévue pour le mois prochain. J'ai hoché la tête lentement, bien qu'elle ne puisse pas me voir. Et les services de protection de l'enfance? Ils ont effectué une visite de bien-être chez Vera hier. Apparemment, quelqu'un avait déjà signalé la propriété l'année dernière. Maintenant, cela fait partie d'un dossier plus large. Et Luciane? 2 de ses contrats de marque ont été résiliés ce matin. Rupture unilatérale des clauses de conduite morale. Je me suis adossé à la chaise près de la fenêtre du chalet, le thé refroidissant à côté de moi. Finn était étendu sur le tapis, ses oreilles tressaillant alors que j'expirais. Le vent dans les pins ressemblait à des vagues, calmes, mais incessants. Plus tard dans la journée, Vera a tenté de reprendre le contrôle du récit. Elle a fait un direct sur sa plateforme, assise en tailleur dans son salon décoré avec goût. Elle a toujours été jalouse, a dit Vera à la caméra, sa voix douce mais tremblante. Nous essayons juste d'honorer l'héritage de notre famille, mais certaines personnes déforment tout. Je l'ai regardé du début à la fin. La section des commentaires s'est enflammée presque immédiatement. Non pas avec de la sympathie, mais avec des captures d'écran de formulaires fiscaux, d'actes de propriété, de mes virements bancaires d'il y a des années qui avaient trouvé leur chemin en ligne, téléchargés anonymement par quelqu'un ayant accès à la vérité. Quelqu'un me soutenait. Quelqu'un qui en avait assez vu. L'opinion publique s'est retournée contre elle en temps réel. Ta sœur t'a sauvé de la saisie. Elle a payé les factures de ta mère. Tu as applaudi quand ton père l'a frappé. J'ai siroté mon thé et j'ai laissé tout se dérouler. Je n'ai pas non plus supprimé les commentaires haineux. Ceux qui me traitaient d'égoïste, de dramatique, d'amer. Laissez-les. Qu'ils prouvent que tout le monde ne comprend pas les limites. Que la lumière brille sur les cafards. 2 jours plus tard, j'ai reçu une enveloppe du bureau du greffier du comté. À l'intérieur se trouvait une demande officielle, accepterais-je la tutelle légale de Claudette Caline? Je l'ai fixée pendant un long moment, non pas parce que j'étais en conflit. Je ne l'étais pas. J'ai pris le stylo et j'ai écrit, je ne suis pas sa tutrice. Je suis sa fille, et cela n'a jamais été suffisant pour elle. J'ai signé mon nom, plié le formulaire, et l'ai renvoyé le même jour. Le tribunal l'a placé sous la garde d'un établissement désigné par l'État à 2 comtés de là. J'ai reçu des nouvelles, bien sûr, en tant que parente la plus proche, mais je ne lui ai pas rendu visite. Je n'étais pas cruel. J'ai simplement choisi d'arrêter de saigner pour des gens qui m'auraient laissé mourir de soif. Le dimanche matin, j'ai longé le bord de ma propriété avec Finn trottant à mes côtés. La rosée s'était levée. L'air sentait le pin et la terre, et le ciel clair, ininterrompu s'étendait à l'infini au-dessus de nous. Je me suis tenu au sommet de la crête derrière le chalet et j'ai laissé le vent me caresser. Pas comme un symbole, pas comme une sorte de métaphore de guérison, juste parce que c'était propre, honnête, et pour une fois dans ma vie, le silence n'était pas solitaire. Il était mérité. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le dernier courriel,
le dernier appel, la dernière lettre juridique. Pendant ce temps, le chaos s'était transformé en quelque chose d'inhabituel, le calme. Le genre de calme qui ne palpite pas, n'oppresse pas, mais s'étend comme une épaisse couverture après une longue et amère tempête. Je passais mes matinées à marcher le long du périmètre de la propriété. Les arbres n'avaient pas changé, mais moi si. Les mêmes chemins de gravier, le même fauteuil à bascule sur le porche, mais quelque chose dans ma façon de me mouvoir avait changé. Je ne vérifiais plus mon téléphone à mi-chemin, n'anticipais plus quel nom clignoterait sur l'écran. Wendell était devenu silencieux. Les réseaux sociaux de Vera avaient été soit supprimés, soit suspendus. Je n'avais pas vérifié lequel, cela m'importait peu de le savoir. La conversation de groupe de la famille, autrefois animée par des partages de photos de petits-enfants et des demandes de recettes de Claudette, était au point mort. Plus personne n'envoyait rien. Le dernier message avait été un générique « Bonne fête des pères » d'un cousin qui ne savait pas, ou choisissait de ne pas savoir, ce qui s'était effondré sous le nom des câlines. Il n'y avait pas de triomphe dans le calme, pas de célébration, juste la connaissance fondamentale que j'avais enfin cessé de faire semblant. Les documents confirmant la propriété exclusive du chalet sont arrivés un jeudi. Une enveloppe épaisse, sceau officiel, notarié, indexé, finale. Je l'ai ouverte lentement, le pouce effleurant les lettres dorées en relief comme si elles pouvaient s'évaporer. Ce ne fut pas le cas. C'était réel. La maison était toujours à moi. Plus de menaces. Plus de zone d'ombre. Ariadne a envoyé un simple SMS, c'est fait. L'IRS avait terminé son audit. Vera a été signalée pour des dons non déclarés. Wendell avait été cité pour utilisation inappropriée de comptes concernant les fonds médicaux de Claudette. L'amende seule aurait pu rembourser la totalité de mon prêt hypothécaire. L'État avait assigné Claudette à un établissement de soins de longue durée à Winston-Salem, un endroit calme, financé par l'État, pas luxueux, mais bien géré. On m'a demandé de lui rendre visite ou au moins de signer ses papiers d'admission en personne. J'ai accepté de m'y rendre ce samedi-là. Je ne suis pas entré. Je me suis garé sur le parking des visiteurs, j'ai regardé une infirmière pousser une femme âgée dans les allées du jardin. Ce n'était pas maman, mais ça aurait pu l'être. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers la réception et j'ai remis un petit paquet. À l'intérieur se trouvait le tissu brodé, celui que Vera avait revendiqué à la fête, celui que maman avait cousu avec mes initiales des années auparavant. J'ai inclus une note, ceci a toujours été à toi et à moi. La réceptionniste l'a pris sans poser de questions, probablement habituée à ce genre de choses, des offrandes de filles qui aimaient encore mais ne pouvaient pas revenir. De retour à la maison ce soir-là, je me tenais dans la cuisine alors que la bouilloire commençait à chanter. J'ai versé 2 tasses de thé, une pour moi, une pour celle que je devenais. Finn est venu à pas feutrés, s'est assis à côté de moi comme il le faisait toujours, patient, omniscient. Ses yeux ont rencontré les miens, et j'aurais juré qu'il le sentait aussi, quelque chose de plus profond que le soulagement, quelque chose de plus proche de la réappropriation. Le week-end suivant, 3 femmes sont arrivées au chalet. Elles s'appelaient Donna, Teresa et Jalène. Elles faisaient partie d'un groupe de soutien local avec lequel j'avais commencé à faire du bénévolat, des femmes se reconstruisant après avoir été discrètement effacées par leurs propres proches, des veuves, des filles, des mères qui avaient été chassées de maisons qu'elles avaient aidé à construire. Nous avons passé le week-end à faire de la randonnée, de la pâtisserie, à pleurer, à rire. Elles n'ont pas posé de questions sur mon histoire, pas directement, mais elles savaient, tout comme je connaissais la leur. C'était le début de quelque chose de nouveau. Pas un programme, pas une organisation à but non lucratif, juste un espace, un lieu pour des femmes comme moi, des personnes qui avaient été invisibles jusqu'au jour où elles ont refusé de l'être. Je n'ai pas fait de publicité. Je n'ai pas fait d'annonce. Je n'ai pas publié de photos. C'était sur invitation seulement, et chaque femme qui montait les marches de mon Porsche le faisait avec la certitude qu'elle était enfin en sécurité. Le soir, après que les invités se soient couchés, je m'asseyais sur la terrasse avec une couverture sur les genoux et un journal à la main. Je ne les ai pas détruits, ai-je écrit une nuit. J'ai simplement arrêté de protéger leur version de la vérité. Il n'y avait plus d'amertume dans l'encre, juste une ligne nette sous une longue phrase. Quand j'ai fermé le journal et que je suis rentré, le chalet sentait la cannelle et le cèdre. Finn était enroulé près de la cheminée, sa respiration douce et régulière. Je me suis enfoncé dans le fauteuil près de la fenêtre, la lumière du feu dansant le long des poutres en bois au-dessus. Dehors, le vent balayait doucement la crête, effleurant les arbres comme une berceuse.
Et pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas la paix. Je l'avais prise. Parfois, la force la plus bruyante se trouve dans le refus silencieux, refuser d'être effacé, d'être utilisé, de continuer à prétendre que le sang seul fait de quelqu'un une famille. Cette histoire ne parle pas seulement de vengeance. Il s'agit de se réapproprier sa voix lorsque les autres essaient de la faire taire et de réaliser que la paix ne vient pas toujours du pardon. Parfois, elle vient du fait de s'en aller enfin. Que feriez-vous si votre propre famille franchissait cette ligne? Si cette histoire vous a ému ou vous a fait réfléchir, n'oubliez pas d'aimer, de laisser un commentaire et de vous abonner. D'autres histoires de familles vraies, brutes et puissantes vous attendent.